Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Ce soir, nous allons parler artisanat d'art avec nos deux invités. Savoir-faire élaboré, démarche artistique, deux critères essentiels pour définir un artisan d'art. Victor Mangeol est facteur d'orgue et d'harmonium, un métier qui fait partie des 281 répertoriés dans les métiers d'art. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ce savoir-faire rare et passionnant et largement reconnu. À ses côtés, Christian Delavenne, référent des métiers d'art de la région Grand Est, organisateur des GEMA dans notre région, nous partagera lui son point de vue sur l'artisanat d'art, sur la formation dans les Vosges et plus largement dans notre région. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Victor, on va commencer peut-être par vous. L'artisanat d'art, est-ce que c'était une évidence, tout du moins la musique, j'imagine, dans un premier temps ? Alors oui, parce que je suis né d'une famille de musiciens et j'étais beaucoup chez mes grands-parents lorsque j'étais enfant, et ma grand-mère était pianiste, harmoniumiste et mon grand-père violoncelliste. Donc j'ai toujours baigné dans cet univers de musique. Et très tôt, j'ai pianoté sur le piano de ma grand-mère. Et il se trouve que mon grand-père avait un frère qui était prêtre à côté de Saint-Dié. Et un jour, il m'a fait visiter son orgue. Et donc, il m'a fait essayer, il m'a montré. Et puis, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc, au début, j'ai voulu être organiste. Et lorsqu'un facteur d'orgue est venu pour faire un état des lieux de l'instrument sur lequel j'apprenais, eh bien, là, c'était la première fois que je rentrais dans un grand orgue, et c'est encore une fois un nouveau choc. Et donc, c'est à partir de là que j'ai voulu être facteur d'orgue. Donc, vous n'avez jamais pris le côté musicien, vous avez jamais fait de la musique, vous avez été toujours de l'autre côté finalement ? Alors si, j'ai appris la musique quand même, enfin, du moins les bases. Je ne suis pas un organiste professionnel, je reste un organiste amateur, mais je pratique toujours l'instrument, puisque je suis organiste à la basilique de Domrémy depuis bientôt 1 an, et puis un petit peu à Neufchâteau, et aussi à Nancy, bref, voilà, j'ai quelques... Un petit peu partout. Un petit peu partout. Moi, je garde toujours l'instrument sous mes doigts, mais c'est pas à moi qu'on viendra demander de faire un concert. C'est pas mon but. Un organiste n'est pas facteur d'orgue et un facteur d'orgue n'est pas organiste. Mais c'est toujours agréable de pouvoir jouer d'un instrument que l'on vient de remettre en état. Et puis ça permet aussi de discuter avec les organistes, aussi, de savoir, bah tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça sonne bien ? Est-ce qu'il faudrait que ça joue autrement ? La précision du clavier et tout. Donc c'est un atout, mais ce n'est pas une obligation. On va quand même au-delà du métier, hein. On est vraiment sur une passion. Enfin, on vous en entend parler, c'est comme ça qu'on le... C'est ça, c'est-à-dire que c'est un métier qui est assez exigeant quand même. Ça comprend une quinzaine de corps de métiers différents. Et si on n'a pas la passion, on peut vite se décourager et donc on peut vite arrêter, donc ce qui est dommage. Christophe, je vous voyais acquiescer. L'artisanat d'art, c'est vraiment une passion avant d'être un métier. Plus largement. Alors, moi, j'aime dire que c'est d'abord un métier et qu'on fait avec passion. Parce que c'est un métier, ça s'apprend. Victor est l'exemple type. Il y a un parcours de formation. On ne reçoit pas une extrême onction un jour. On ne devient pas facteur d'orgue. On apprend à l'être. Donc c'est d'abord un métier. Je crois que ça c'est très très important de le dire. Et après, forcément, oui, c'est des métiers qu'on exerce avec de l'envie, avec beaucoup de courage, avec des moments de déception. Donc s'il n'y a pas un peu de passion là-dedans, on ne dure pas longtemps. C'est plus difficile. Alors les Vosges, c'est un département très riche. Plus largement même la région en matière d'artisanat d'art, la région Grand Est. Alors effectivement, la région Grand Est est une région riche en artisanat d'art, et plus particulièrement dans la région La Lorraine. Et en Lorraine, les Vosges ont un certain nombre de traditions, que ce soit la lutherie à Mirecourt ou que ce soit le siège à Liffol. Mais on oublie de dire aussi qu'un des derniers ateliers de broderie perlée dans les Vosges. Donc il y a un certain nombre de savoir-faire qui vont aussi jusqu'aux jouets en bois. Avec des ateliers qui font des jouets en bois dans les Vosges qui relèvent du secteur des métiers d'art. Donc on a effectivement un terrain d'expression important pour les métiers d'art dans les Vosges. Alors quand on compare avec d'autres régions, d'autres départements, c'est vraiment on se démarque énormément. Quel est le constat ? Oui, alors en fait on se démarque parce que dans les Vosges et plus largement dans le Grand Est, il y a une grande tradition de transformation de la matière. C'est-à-dire que là où dans certaines régions on ne fait que de la céramique ou que du bois, sur les Vosges, sur le Grand Est, on fait du bois, on travaille le textile, on travaille le métal, on travaille la terre, on travaille la pierre, à Remiremont par exemple. Donc il n'y a pas de matière qui, dans le Grand Est, ne donne pas lieu à une transformation métier d'art. On se démarque sur la diversité, finalement, de... Tout à fait, sur la multiplicité des matières transformées. Alors vous êtes le référent chef du pôle des métiers d'art à la région Grand Est.
Et donc, vous n'avez pas d'homologue dans les autres régions. Ça, c'est encore une particularité de... Alors, c'est une particularité qui vient de ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire que la richesse a fait que, effectivement, la région, depuis 2004, et ça a été confirmé en 2016 avec le Grand Est, s'est dotée d'un service qui est entièrement dédié au métier d'art et qui travaille au quotidien avec les professionnels, avec les chambres de métiers, avec les collectivités, pour permettre le développement des métiers d'art et qui travaille aussi sur toutes les notions de transmission de savoir-faire qui sont des éléments extrêmement importants, transmission et évolution des savoir-faire. On en parlera un tout petit peu après. Donc vous êtes sur le terrain, au plus près des artisans, j'imagine, à la rencontre aussi Au maximum possible, oui, voilà, oui. Ce soir, par exemple, j'aurai aussi une autre réunion sur les métiers d'art. En début de semaine, j'étais à Meisenthal pour le lancement de la boule de Noël. À partir de jeudi matin, je suis sur le salon Résonance à Strasbourg. Voilà, il y a des grands rendez-vous en cette période. Il faut être partout, et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'artisans d'art, donc il faut forcément bien sillonner la région qui est grande. Tout à fait. Vous occupez ce poste depuis plusieurs années. Quel regard vous portez sur l'évolution de l'artisanat, alors dans les Vosges plus particulièrement peut-être? Alors l'évolution elle est un peu similaire partout. On a des métiers de tradition qui ont eu tendance à prendre moins de place. Les métiers de la création ont pris leur place. On a une génération de jeunes artisans qui sont arrivés, de jeunes professionnels, pour beaucoup issus de parcours de reconversion, qui sont plus intéressés par l'aspect créatif de leur métier, que ce soit en céramique, dans le bois et ainsi de suite. Et on a une multiplication des petits ateliers unipersonnels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde des métiers d'art, c'est à plus des 2/3 des artisans qui, comme Victor, exercent seuls, ce qui ne les empêche pas de temps en temps, sur certains chantiers ou pour certaines commandes, de se regrouper à 2-3 pour travailler, quoi. On parlait tout à l'heure de diversité. Là, on voit des images justement d'une vanière à Boucs-sur-Hull. Donc voilà, c'est vraiment très riche le département. Victor, en tant qu'artisan d'art, est-ce que vous partagez le constat sur cette évolution, sur les jeunes qui arrivent peut-être, et sur cette envie de retrouver des métiers vraiment créatifs et manuels? Alors oui, effectivement, je retrouve un petit peu ça étant professeur vacataire au centre de formation national des facteurs d'orgue à Échaud, en dessous de Strasbourg. Alors je n'y vais une fois de temps en temps, mais c'est pas grave, ça me permet de voir un petit peu tout ce qui se passe dans le métier de la facture d'orgue. Et là, les premières années, par exemple, je crois qu'ils sont, si je dis pas de bêtises, 12 apprentis, ce qui n'a pas été le cas depuis un certain temps. Sachant qu'il y a les deuxième, troisième années en facture d'orgue, plus 2 années complémentaires en tuyauterie en orgue. Donc à la fin, ça fait quand même un bel effectif pour la France. Et ça s'explique par le fait que déjà, il y a eu l'incendie de Notre-Dame qui a nécessité beaucoup de main-d'œuvre, à savoir, je ne sais plus combien ils étaient sur le chantier du Grand Orgue, mais ils étaient très nombreux parce qu'il y avait la contrainte du plomb et ils devaient se relayer de façon assez régulière avec l'étape de la douche, etc. Il fallait se nettoyer du plomb. Et puis, il y a eu l'effet Covid. Et donc l'État, avec son plan de relance, a démarré beaucoup de chantiers, notamment des chantiers de cathédrales. D'ailleurs, un va débuter prochainement, c'est celui de la cathédrale de Nancy, où le grand orgue va être démonté à partir du début de l'année prochaine, normalement. Vous allez participer à cette... Alors effectivement, l'une des 3 entreprises, donc là c'est ce que disait Christophe, ce sont des entreprises qui se regroupent, là ce n'est pas moins de 3 entreprises, et donc l'une des 3 m'a demandé de renforcer son équipe pour le démontage, parce qu'une fois que vous démarrez un chantier comme celui-ci, vous avez un chronomètre au-dessus de la tête, et donc il faut être très vigilant, parce que sur les grands instruments, ça peut vite défiler. Et donc, donc c'est vrai que depuis peu, il y a une effervescence au niveau du travail, voilà, et donc les apprentis arrivent, et voilà, ça fait des belles équipes. Parce qu'on parle beaucoup de métiers qui tendent à disparaître, pourtant, un métier rare, le facteur d'orgue. Vous êtes combien aujourd'hui en France ? En France, on a à peu près 80 entreprises de toute taille. Vous pouvez avoir des entreprises de 15 personnes, comme des petites entreprises comme la mienne, où on est 1 ou 2. Voilà, on travaille beaucoup, toute la France en ce moment travaille là-dessus. Néanmoins, c'est un métier rare, mais... par rapport au nombre de travail, je veux dire, c'est pas trop.
Parce que je veux dire, vous avez beaucoup de petits instruments qui attendent des restaurations, qui ne sont pas encore à restaurer. Mais voilà, je veux dire, on ne peut pas être des milliards dans ce métier-là, vu le travail Bien qu'il y a en sûr, ce moment. c'est ça. Alors avant de poursuivre, je vous propose un petit extrait d'un reportage que nous vous avions consacré en 2017, Victor. On regarde, on en reparle juste après. Il est signé Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. Voilà, ici vous avez toutes les anches, alignées les unes à côté des autres. Installé depuis un an dans son atelier de Neufchâteau, Victor Monjol est devenu facteur d'harmonium. Autodidacte, ce jeune homme de 27 ans a eu le coup de foudre pour cet instrument de musique, le petit cousin de l'orgue. Il n'existe que 3 facteurs en France qui perpétuent un savoir-faire datant du 19e siècle. J'ai commencé par être facteur d'orgue, donc pour les orgues d'église bien entendu, et je me suis aperçu que ces instruments-là pouvaient être d'une beauté remarquable, d'une utilisation autre que celle du culte, et donc par le biais de musiciens, je me suis approché de cet instrument-là et donc je me suis spécialisé. Le facteur d'harmonium vosgien avec des outils d'époque redonne une seconde vie à ces instruments avant qui abritent en leur sein leurs secrets. Alors on évoque l'orgue, on évoque l'harmonium. Quelles sont les différences entre ces deux instruments ? Alors la différence fondamentale, c'est que dans un orgue, vous avez des tuyaux, comme celui-ci. Donc le principe d'une flûte à bec, c'est l'élément sonore de l'orgue, de base. Et l'harmonium, ce n'est pas un tuyau, mais c'est une petite hanche en laiton. Donc ce que l'on appelle une hanche libre, qui est similaire à celle de l'accordéon ou de l'harmonica. Donc ça prend évidemment beaucoup moins de place. Et c'est ce qu'on appelle, l'harmonium, c'est ce qu'on appelle quelque part un peu l'orgue du pauvre. Mais finalement, c'est un instrument qui est presque plus abouti que l'orgue, qui est beaucoup plus expressif. Et finalement, on a un répertoire très important pour cet instrument que l'on commence à redécouvrir. Et c'est pareil. Là, pour le coup, nous sommes que 3 professionnels en France à vraiment s'intéresser en profondeur à l'instrument, parce que c'est pas le tout de bricoler un petit peu. On peut tous dépanner un harmonium, mais vraiment s'intéresser à la façon dont sont faits les soufflets, qui sont très différents des orgues, la mécanique, et j'en passe. Ça nous a apporté énormément de précision, et donc pour le coup, on travaille vraiment dans toute la France. Vous préférez travailler lequel alors ? Ni l'un ni l'autre. Moi, à chaque instrument, il y a toujours une petite histoire derrière, et je me passionne pour n'importe quel instrument qui passe dans mon atelier. Justement, vous nous en avez apporté un autre avec vous, une serinette. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors la serinette, alors là pour le compte, on parle d'un instrument de musique mécanique, donc c'est un petit peu le 3e volet de notre entreprise, donc on travaille aussi sur ces instruments-là. Donc la serinette, c'était un instrument qui a été inventé fin 17e, début 18e à Mirecourt, pour apprendre aux oiseaux à chanter, dans le sens où, au XVIIIe, nous avions des familles, des dames bourgeoises, qui n'avaient pas beaucoup de loisirs, entre guillemets, et donc elles se servaient de cet instrument-là pour apprendre à leurs serins, souvent voilà, leur animal de compagnie, pour se faire plaisir, tout simplement, quoi. Donc là, c'est une serinette qui est du 19e siècle. Le principe est le suivant, vous avez 10 tuyaux, vous avez une soufflerie à l'arrière, donc qui est mise en fonction par la manivelle, et ce cylindre piqué qui viendra être en mouvement par la vis sans fin. Donc lorsque l'on met tout ça en marche, voilà ce que ça donne. Démonstration. Est-ce qu'on en trouve encore beaucoup des instruments comme celui-ci ? Alors on en trouve, il suffit de savoir où chercher, mais à Chartres, il existe une vente aux enchères où 2 fois par an, elle est uniquement destinée à la musique mécanique, aux automates, aux objets de foire. Et là, pour le coup, on en trouve régulièrement. On sent vraiment cette importance de transmission, de partage. Ça passe par des instruments comme celui-ci. C'est important aussi dans l'artisanat d'art de transmettre pour les générations futures. On en parlait tout à l'heure. C'est plus qu'important, c'est une responsabilité. Il faut bien comprendre que en fait, ces métiers, les métiers d'art, ils évoluent depuis le 17e, depuis le 18e. Donc, il importe qu'à chaque génération, on transmette ce qu'on a reçu,
mais aussi ce qu'on a ajouté au savoir. Et vous parliez tout à l'heure de ces métiers qui disparaissent. C'est une image, j'allais dire une image d'Épinal, mais non, les métiers ne disparaissent pas. Il y a très peu de savoirs qui disparaissent. Ça peut arriver, mais aujourd'hui, globalement, les métiers d'art assument complètement le patrimoine des gestes qui leur a été transmis et sont aussi capables de s'exprimer dans des registres beaucoup plus contemporains avec les savoir-faire d'hier. Ce que je dis souvent, c'est que le patrimoine, les gens pensent patrimoine quand ils pensent à l'objet, et en fait, le vrai patrimoine, c'est pas cet objet-là, c'est tous les savoir-faire qui ont permis de le faire. Qui ont permis. Voilà. C'est ça qu'il faut transmettre pour que ça perdure. On va dans un instant parler événements et formations, mais juste avant, je propose une petite pause puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 petites questions, à choix multiples, je suis sympa. La première, l'École nationale de lutherie de Mirecourt a fêté récemment un anniversaire, mais c'était pour... C'est 50 ans. Ah bah voilà, vous avez vu, j'ai même pas besoin de donner les réponses. 40, 50 ou 60 ans, c'est 50 ans. Victor, vous êtes d'accord? Tout à fait, 50 ans. L'École nationale de lutherie est née en 1970 et a donc fêté ses 50 ans. C'est aujourd'hui le seul lieu de formation publique en France consacré à la lutherie de Quatuor. Tout à fait. Bon, voilà, comme ça au moins. Alors la deuxième, est-ce que je la pose? Ou alors je donne la réponse. Alors, une action de solidarité entre artisans est née dans les Vosges, mais comment s'appelle-t-elle? Je suis un artisan d'art, Ensemble pour l'artisanat d'art, ou j'expose un artisan d'art. On va laisser répondre Victor. Ouais, en tant que Vosgien, je me permets. J'expose un artisan d'art. Une initiative partie des Vosges et de la Chambre des métiers des Vosges, et particulièrement de Isabelle Aubertin, qui en est l'auteur et qui s'est diffusée sur toute la Lorraine, le Grand Est, et maintenant en France. Et en France maintenant, tout à fait. Voilà. Une action pour pallier l'annulation des événements dans un premier temps pendant la crise sanitaire, et avec une expérimentation concluante, ça a perduré. Donc on pouvait en fait retrouver des bijoux chez un fleuriste, on a vu des archers chez un chocolatier dans le coin d'Épinal, des céramiques dans un salon de thé. Enfin voilà, une initiative très intéressante. C'est des initiatives comme ça aussi qui permettent de montrer un petit peu le savoir-faire dans le département et au-delà. C'est important. Ça montre aussi, c'est ça qui est très intéressant, ça montre aussi que les métiers d'art peuvent être très quotidiens et que ce ne sont pas nécessairement que des très gros objets, très coûteux. Vous savez, acheter un petit bol à un céramiste, c'est un petit plaisir qui est quotidien que de boire dans ce bol, et c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup. Après, il faut trouver le bol qui vous touche, parce que c'est pas simplement un bol, c'est autre chose. Ça va au-delà du simple bol. Des initiatives comme celle-ci, Victor, j'imagine que vous validez complètement. J'expose un artisan d'art. Ah bah complètement. Pour moi, ça permet de donner au grand public, si on peut appeler ça comme ça, tout un savoir-faire unique. Parfois prestigieux, parce que j'entendais encore il n'y a pas très longtemps un boulanger qui avait exposé justement, je crois, une personne qui fabriquait des lampes. Mais quand on écoutait les gens, on disait « Oh là là, la lampe, oui, mais alors, pour ce prix ?» Je lui disais « Oui, mais… » Alors le boulanger a eu le bon réflexe en disant « Oui, mais attendez, elle l'a fait de A jusqu'à Z, elle y a mis du temps. Elle a passé beaucoup plus de temps à réaliser cette pièce que le prix qu'elle demande, je veux dire. Souvent, c'est un peu le problème, entre guillemets, mais c'est typique de l'artisanat d'art. Vous demandez un prix, mais c'est pas le prix que vous avez passé. Vous passez 2 fois plus de temps parfois. Plus de temps, bien sûr. Donc, c'est bien que les gens… et conscience de ça, bien sûr. Ouais, parce que c'est très important, et sinon c'est des métiers qui se perdent, quoi. Alors, c'est un partage qui passe aussi par des événements comme les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, le Salon international du patrimoine culturel, dont vous revenez justement, Victor, vous aussi, vous étiez aussi, Christophe. C'est des événements importants où on rencontre des professionnels, mais aussi des particuliers. Alors voilà, en fait, ce salon, il est destiné à un public très large. Vous avez effectivement des professionnels, donc ça peut être de l'architecture, de l'expert en mobilier, en monuments historiques. Vous avez aussi des fondations, je pense, par exemple, la Fondation du patrimoine, c'est la première qui me vient à l'esprit et qui est assez active dans nos métiers, par exemple. Et… c'est vraiment tout un tas de personnes qui viennent parler avec vous d'un projet pour l'avenir, des instruments. Voilà, donc c'est très diversifié en termes de visiteurs, et c'est ce qui fait que ce salon est très riche. Pour les GEMA,
Là, on est sur la même idée qu'avant, de montrer finalement au grand public, comme vous le disiez, d'inviter finalement le grand public à... Alors, pour les GEMA, on est effectivement un peu dans la continuité qui se fait au Salon du patrimoine. C'est effectivement permettre la rencontre entre le grand public et les métiers d'art, permettre au public d'oser franchir la porte d'un atelier, d'aller dans une exposition où plusieurs artisans d'art sont reconnus, montrer à des enfants les gestes de l'artisan d'art, donner envie aux personnes de s'intéresser à ce secteur. Et puis, dans une période où les gens ont eu envie de regarder un peu ce qui se passait autour de chez eux, d'acheter du local, d'acheter du durable, montrer que toutes ces valeurs-là, le secteur des métiers d'art est le premier à les défendre. Ça va dans votre sens un petit peu, hein. Comprendre le prix d'un objet d'art, d'un objet qui a été réalisé de A à Z, comme vous le disiez, c'est important. Ça passe par des journées comme celle-ci et par le salon. Aujourd'hui, une personne qui a envie de se reconvertir, qui a envie de franchir le pas, de devenir elle aussi artisan d'art, quelles sont les solutions dans notre région ? Alors moi j'ai coutume de dire que pour toute personne qui a une envie, il y a une solution. Laquelle, je ne sais pas, il faut discuter avec la personne. Mais aujourd'hui, on a la chance, notamment nous, dans le Grand Est et plus particulièrement dans les Vosges, d'avoir avec la région des programmes de formation qui permettent à des adultes de se reconvertir et des lycées ou des CFA qui accueillent des jeunes dans des métiers comme les métiers de la pierre, les métiers du textile, les métiers du bois, la facture d'orgue. On parlait, vous savez, en France, il y a 3 grandes écoles de facture instrumentale. 2 sont dans le Grand Est, l'école de Mirecourt et le CFA de facture d'orgue des Chaux. On a un des 3 seuls lieux de formation à la broderie perlée. Le lycée de Neufchâteau offre une section de menuiserie en siège qui est extrêmement rare au niveau national, une section de sculpteurs ornemanistes. On a vraiment des pépites pour lesquelles des gens viennent de très loin pour se former. Et donc, il y a des solutions pour toutes les personnes. Elles sont répertoriées sur le site des métiers d'art. Les gens peuvent les trouver. Et on a cette particularité dans le Grand Est d'avoir fait le choix avec la région de soutenir les parcours de reconversion. C'est-à-dire que tous les ans, on a un peu plus de 120-130 adultes qui, après avoir travaillé, ou des jeunes qui ont fait des écoles de beaux-arts, auxquels on offre la possibilité de faire de la céramique, du bois, de la ferronnerie d'art, et ainsi de suite. Voilà. Alors, il y a beaucoup de candidats. Il y a un peu moins de places que de candidats, mais je crois pouvoir dire que toutes les personnes les plus déterminées ont parfaitement leur place dans ces dispositifs. Alors, on parle de reconversion, mais il y a aussi le cursus classique. Oui. Et vous le disiez tout à l'heure, de ce côté-là, on pourrait parler de l'école de Lutry, qui est un atout de taille pour notre département, très clairement. Oui, effectivement, c'est l'école de référence au niveau national. On y rentre en étant titulaire du bac. On a un parcours aujourd'hui qui est en 3 ans. C'est le seul lieu où on peut se former à la fabrication des instruments du quatuor, ce qui est vraiment l'aristocratie de la facture instrumentale. Et là, les élèves viennent effectivement de toute la France et même de l'étranger depuis plusieurs années. Effectivement, l'école prend, je crois, une douzaine d'élèves par an. Donc, il y a une sélection à l'entrée. Mais là encore, moi je veux dire que la détermination dont font preuve les jeunes qui souhaitent aller dans ces sections-là fait qu'il n'y a pas d'obstacle qu'ils n'arrivent pas à surmonter. C'est gage de qualité aussi, cette sélection à l'entrée. Elle est gage de qualité parce que quand vous rentrez en formation et que vous savez que vous avez laissé, en prenant votre place, 5 ou 6 personnes derrière, pour ces 5 ou 6 personnes, vous devez de faire un parcours d'exception. Victor, en quelques mots, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Vos projets de restauration, là, de remise en état pour les mois à venir, est-ce qu'il y en a tout le temps ? Comment ça se passe ? Oui, ça vient un petit peu au compte-gouttes, hein, mais là, donc, comme je le disais tout à l'heure, on va travailler sur le grand orgue de la cathédrale de Nancy pour son démontage en sous-traitance. Nous avons également quelques travaux en cours, dont un harmonium qui s'appelle le Dominator. Donc rien que le nom déjà, on imagine la taille, c'est quelque chose d'assez important. Un harmonium qui est couplé avec un Célesta, donc le Célesta qui est très vulgairement un xylophone à clavier. Mais après, nous avons également quelques travaux sur l'orgue limonaire que nous avions déjà restauré il y a plus d'1 an pour le musée de Mirecourt en musique mécanique. Donc ça, nous avons encore quelques petits travaux dessus. Et puis quelques projets de restauration, de relevage d'orgue dans le Grand Est et aussi en Île-de-France. Il y a toujours de quoi faire. Il y a toujours de quoi faire. Donc on invite le public à pousser les ateliers pousser les portes des ateliers au moment des journées européennes des métiers d'art. Et puis le public, il est aussi attendu fin novembre à Cousu de Fil Rouge. Il est attendu le week-end du 20-21 novembre à Mirecourt pour le salon de la lutherie. Et puis voilà, il y a tout un tas de manifestations qui vont arriver avec Noël. Il y a un point, on a beaucoup parlé de pénurie en ce moment, de matière. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de pénurie de talent dans les métiers d'art.
Ah bah, ce sera le mot de la fin alors. Pas de pénurie de talent. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir partagé votre passion pour l'artisanat d'art. Notre émission à nous est terminée. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Elle sera disponible sur notre site internet pendant plusieurs mois. Quant à moi, je remercie toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et vous pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.